L'invité café. 7h15, l'invité café, elle effectue son retour sur la scène médiatique et cela se passe chez nous, sur Guyane la Première. L'ex-ministre de la Justice s'exprime sur les gros dossiers du moment. Christiane Taubira, Charlie Torres. Bonjour Christiane Taubira. Bonjour Monsieur Torres. On peut donc parler d'interview exclusive vous concernant. Regardez comment ça t'a fait belle, hein. C'est vrai, mon gars dit non tous les jours là-bas. Après cette longue absence de la scène médiatique, pourquoi cette traversée du désert? Ah non, je ne suis pas dans le désert, monsieur. Je vis ma vie pleinement. J'ai choisi, parce que j'ai choisi de ne pas participer. Certaines déceptions? Ah non, moi, qui déception? Vous la vie belle, monsieur. Non, monsieur. Donc, je disais, je ne fais pas de traversée du désert. J'ai choisi pendant un moment de ma vie de partager mon savoir, de transmettre. Donc, j'interviens beaucoup dans les universités pratiquement du monde entier, parce que je suis souvent aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, en Europe. Et puis ici, parce que mercredi après-midi, j'étais à l'université, donc devant des étudiants. Donc voilà, c'est un choix. Moi, je n'ai pas de déception. Ma vie est très, très belle. On vous dit déçu de la mandature Hollande? Non, d'abord, écoutez, bon, peu importe ce qu'on dit, hein, franchement, dans ma vie, ce qu'on dit, ça ne m'intéresse pas. Ce que je pense est important. Moi, j'ai assumé ma responsabilité en tant que garde des Sceaux, ministre régalienne, ministre de la Justice. Je suis tout à fait satisfaite de ce que j'ai fait. Je sais que de la même façon qu'on m'apporte des lauriers pour des actions que j'ai menées il y a plusieurs années, on va m'en apporter dans les années qui viennent. Et ce départ du ministère, pour vous, n'a pas été un traumatisme? Non, mon pas à mon personne ne pouvait être traumatisée à tout là, t'es bon dit. Personne ne pouvait être traumatisé. Moi, c'est un choix lucide, clairvoyant que j'ai fait, un choix politique que j'ai assumé et que j'ai expliqué. Alors, entre-temps, vous êtes certainement resté attentif, vous l'avez dit, au grand débat actuel chez nous. S'agissant notamment du projet Montagne d'Or, dans quel camp vous vous situez exactement? Des pour ou des contre? Eh ben bon, ça va pas mal. Alors, non, mais j'ai bien vu que c'est devenu une guerre de tranchées. Alors, il faut ramener un peu de sang-froid dans cette affaire. Pour ma part, je ne suis pas forcée d'être dans un camp, ni dans celui des grands défenseurs de la nature, donneurs de leçons, souvent ignorants de l'histoire de ce pays, irrespectueux des générations d'Amérindiens, de Bushinagés, de Créoles, qui ont préservé ce territoire, préservé ces écosystèmes par leur connaissance et par leur mode de vie. Donc j'estime qu'on peut être contre ce projet sans être cornaqué par les professionnels de l'interdit. On n'est pas obligé pour cela, de rejoindre le camp des affairistes avec leur escorte de ramasse-miettes. Bon, là, tout le monde a compris, je me suis mis tout le monde à dos. On peut donc aborder le sujet maintenant. Le sujet, c'est quoi? C'est un projet industriel. Et comme tout projet industriel, c'est une activité qui recherche du profit pour ses actionnaire. Et il n'est pas raisonnable qu'ils prétendent être autre chose, ni qu'on lui demande d'être autre chose. Donc, ça n'est pas un projet qui va aménager le territoire, ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas dire une chose... Qui peut contribuer tout de même au développement du territoire. Non, on ne peut pas dire une chose et son contraire. On ne peut pas dire que c'est un projet dans une autre zone inhabitée qui épargne les zones protégées et en même temps que ça aménage le territoire. Parce que les routes qui vont être ouvertes, elles vont mener à quoi? À des écoles, à des hôpitaux, à des laboratoires de recherche accessibles aux étudiants guyanais? Non. Donc, ça n'est pas le rôle d'un projet industriel d'aménager le territoire. Ce sont les politiques publiques qui doivent le faire. De retombées fiscales qui pourraient justement permettre cet aménagement? On aime les miettes dans ce pays-là. On a un grand territoire. On est incapable de penser nos besoins prioritaires, notre destin collectif, notre territoire en tant que tel, le souci d'égalité, c'est-à-dire de veiller à ce que, aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur, à l'extrême l'interland de ce territoire, que tous les citoyens aient accès aux mêmes services publics, à l'éducation, à l'école, à la culture, aux technologies, aux métiers, etc. On est incapable de penser ça et on se défausse sur un projet privé. Non, je pense qu'il faut être sérieux et se dire où en sommes-nous de notre réflexion. On a toujours l'air d'être pris au dépourvu. En 1994 déjà, nous proposions que les collectivités créent une société d'économie mixte locale. Moi, j'entends dire ces jours-ci qu'on va entrer dans le capital. Mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'aller quémander un opérateur privé, international, dont la fonction, dont le travail, il est payé pour ça. C'est de faire du profit pour rémunérer des actionnaires. Il ne s'agit pas d'aller quémander un petit 1% pour participer au décor. Il s'agissait de créer une société qui aurait pu collecter du capital et permettre qu'effectivement on soit en situation de poser des conditions. Christiane Taubira, c'est-à-dire que vous êtes contre toute activité aurifère chez nous? L'or est une ressource non renouvelable. L'or, il pas qu'à fait petite. L'or est donc une ressource patrimoniale. Elle nous appartient à tous. Je dis que dans les conditions actuelles, je viens de parler de la société d'économie mixte. Bon, moi j'ai entendu dire ces jours-ci que nous sommes un peuple, que nous sommes une nation. Qu'à cela ne tienne, cela me plaît beaucoup.
Bon, même si on a refusé justement les petites marges de décision de l'article 74. Mais qu'à cela ne tienne, pourquoi on ne pense pas à l'équivalent, je dis bien l'équivalent d'un fonds souverain, je ne parle même pas d'un fonds souverain, l'équivalent d'un fonds souverain, qui serait chargé justement de collecter de l'épargne et d'assurer de la solidarité entre générations, la diversification de l'économie et des emplois pérennes, des emplois durables. Donc voilà, moi je ne dis pas que je suis contre, j'ai fait un rapport en 2000. Personnellement, je pense que ce n'est pas l'activité d'avenir. Ce n'est pas la peine de penser le 21e siècle comme le 19e siècle. Mais il n'empêche, je conçois l'activité. Comment industrialiser ce pays? On n'a pas la garantie. Développer? On n'a pas la garantie. Mais attendez, avec le potentiel qu'on a là, en biodiversité, en étendue du territoire, depuis la montagne de Caux, par exemple, elle n'est pas développée. Territoire maritime. Eh ben oui, mais ça, il faut poser aussi la question du rapport de l'État au territoire. Parce qu'on met toujours cela en parallèle à l'industrie aurifère, on met la biodiversité. Mais après, une fois que le projet est rejeté, tout s'arrête, tout s'effondre. Non, la biodiversité, c'est une source de métier. Mais que personne ne pense ici, on ne crée pas les filières d'orientation dans les lycées, on ne crée pas les filières de formation, ni à l'université, ni en accompagnement, par exemple, par des bourses pour aller, par exemple, étudier dans des pays du continent sud-américain. Donc, on a un exemple, le Costa Rica, par exemple. Non, la question, Monsieur Craig, c'est qu'on ne pense pas le territoire. On ne pense pas le territoire. Dans ce pays, périodiquement, il y a un opérateur industriel quelque part qui vient avec un projet sucrier, avec un projet minier, etc. Et nous avons des élus politiques qui se transforment en VRP. C'est-à-dire, comment ça s'appelle ça? Agents commerciaux. Comment c'est ça? C'est à peu près ça. Qui se transforment en VRP. Ça, c'est pas le rôle des politiques. Les politiques mettent des conditions pour préserver l'intérêt général. Voilà. Donc, moi, je critique aucun politique en particulier. Je dis simplement rétablissons les choses. Et si nous sommes en difficulté sur ce projet, c'est parce que justement, il n'y a pas de parole politique. Parce qu'il n'y a plus de débat politique. Parce que les forces politiques sont en mauvais état. Et qu'il n'y a pas une parole qui vient penser le territoire. Et dire, OK, pour une activité minière, moi, je ne suis pas spécialement contre l'activité minière. Je ne la favoriserai pas, je ne l'encouragerai pas, je ne la recommanderai pas. Je ne suis pas contre. Mais voilà. Tout le destin de la Guyane tourne, et ça va durer encore quelques mois, autour d'un projet industriel, d'un opérateur minier international, de 2 opérateurs miniers internationaux. Voilà, tout le destin de la Guyane tourne autour de ça. Oui. Le destin de la jeunesse de Guyane, le destin des femmes de Guyane, le destin des habitants de Guyane qui sont à l'intérieur, voilà, tout est raccroché à un projet industriel dont la seule finalité, je le répète, et si ce n'est pas leur finalité, ils sont malades. La seule finalité, c'est de faire des profits pour leurs actionnaires. Les accords de Guyane se mettent en place, et notamment plusieurs mesures déjà mises en œuvre, d'autres pas encore. C'est pas grave. D'autres mises en œuvre. Ces accords, un an après les mouvements sociaux, pour vous, le compte y est, est-ce que finalement ça valait le coup ? Écoutez, les accords vont plus ou moins être exécutés parce que la France est une démocratie solide, donc elle va plus ou moins respecter sa parole. Plus ou moins, c'est-à-dire... Mais l'essentiel, attendez, c'est aux collectivités de dire point par point comment les choses s'exécutent. Moi, ce qui me paraît extrêmement important, et ça rejoint ce qu'on dit depuis le début, ce matin. Ce qui me paraît extrêmement important, c'est que ce mouvement de mobilisation, c'est quand même 2 mois d'efforts, de sacrifices, de créativité culturelle, artistique. Bon, voilà, il y a eu une prodigieuse énergie populaire. Cette énergie populaire, elle a été détournée et instrumentalisée. De sorte que les accords, même s'ils sont exécutés en totalité, même si il n'y a rien de structurellement transformateur et donc rien de durable. Pourquoi ? Parce que les demandes elles-mêmes n'étaient pas structurellement transformatrices et ne pouvaient pas avoir des effets durables. Donc on en est là, et c'est pratiquement rendez-vous à la prochaine mobilisation pour redemander la charité. Vous avez parlé de miettes. La charité, 2 milliards supplémentaires. C'est demander la charité, passer son temps à dire on a des besoins. C'est la responsabilité de l'État et des collectivités, toutes, de s'assurer du bon fonctionnement des services publics. Donc que des habitants d'un territoire soient obligés pendant 2 mois de bloquer toute activité pour demander que le normal soit assuré, oui, c'est demander la charité. Parce que ça veut dire quelle vision nous avons de nos rapports à l'État, de nos rapports à la France. Quelle vision nous avons de ces rapports-là? C'est juste de temps en temps bloquer le territoire et réclamer. Il n'y a aucun mépris dans ce que je dis quand je dis que c'est demander la charité. En fait, on aura effectivement un peu tombé dans l'escarcelle de la collectivité territoriale, un peu tombé dans l'escarcelle du MEDEF, un peu tombé dans l'escarcelle d'un certain nombre d'opérateurs économiques qui en avaient certainement besoin d'oxygène, donc de moratoires fiscaux, moratoires sociaux, etc. Mais en fait,
en termes d'intérêt général, en termes de services publics, en termes de redynamisation de l'activité économique, en termes de perspectives pour la jeunesse, en termes de solidarité dans la société. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? En termes d'emprise sur nos ressources naturelles et sur notre capacité à maîtriser notre territoire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et je n'en fais reproche à personne. C'est notre incapacité collective. Mon cap à l'effort. C'est notre incapacité collective. Grave. Juste pour avoir le temps d'entendre quand même le titre que vous avez choisi, en 2 mots, Madame Taubira, lorsque vous entendez qu'aujourd'hui on cherche encore un terrain pour cette cité judiciaire, vous, ex-garde des Sceaux, vous en pensez quoi? D'abord que la cité judiciaire est nécessaire. Simplement, moi je pense que la justice doit être dans la cité, dans la ville. Et la difficulté, ça a été avec la collectivité de la même façon. Parce que j'ai entendu plein de choses. Hein. Vous pensez avoir une responsabilité dans le fait que... Non, monsieur, c'est trop facile dans ce pays. C'est trop facile dans ce pays. Tout le monde, il y a mon calé, c'est mon, il n'est pas arrivé et toucher mot. Il n'est pas arrivé et toucher mot. Donc j'ai entendu toutes sortes de paroles à l'envers. Ça n'a pas d'importance. Si vous voulez me faire parler de la justice, vous m'invitez avec un espace large pour que je parle de la justice. J'ai entendu des tas de choses. Acquis du mouvement social, le terrain pour la prison à Saint-Laurent, non. C'était fait. C'était déjà inscrit. D'accord? Triennale, Outre-mer, c'était déjà inscrit. Avant que je parte, d'accord? La cité judiciaire, dans la ville, le terrain de l'ancienne prison n'était pas opérationnel parce qu'il n'était pas assez grand. Alors, j'ai entendu des tas de choses, mais j'ai pas entendu, avant moi, la Guyane n'avait pas d'autonomie budgétaire. Je lui ai donné son autonomie budgétaire. Avant ça ne dérangeait pas grand monde. Elle n'avait pas son école d'avocat, ça ne dérangeait pas grand monde. Il n'y avait pas, j'ai augmenté de 20% le personnel des greffiers. J'ai pas entendu la restructuration du bâtiment, j'ai pas entendu, d'accord? Le registre des commerces qui est passé de 3 ans à 48 heures, j'ai pas entendu. D'accord. Donc, invitez-moi, et puis moi, mettez tout ça au point. Christiane Taubira, merci beaucoup. Restez avec facile, hein? Restez avec vous. Allez être nous avons encore quelques petites questions à vous poser après le journal de 3 minutes supplémentaires. Et mon musique. Mais maintenant, il faut qu'on ait le temps d'écouter. L'invité café. Suivez l'info sur Guyane la Première.